الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. 1001 préjugés circulent sur le Maroc, parfois positifs comme les écoles coraniques, la gastronomie et l'hospitalité, ou parfois négatifs comme la drogue, la sorcellerie ou encore la prostitution. Quelle est donc la place de l'islam dans ce pays, son histoire, ses influences? Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir qui a introduit la perversité dans certaines villes. Parmi les 37 millions d'habitants que compte ce pays, le Maroc, la religion musulmane fait battre le cœur de 98,5% d'entre eux. L'islam y est apparu dans les alentours du 8e siècle. Les orientalistes aiment faire croire que l'islam a été diffusé dans cette région par l'épée et le sang, alors que ceci est totalement faux et sans preuve. En réalité, le commerce, le bon comportement et l'unicité at-tawhid ont amené les populations à principalement embrasser l'islam de façon spontanée et sincère. Mais le Maroc compte aussi parmi les pays où le Coran y est le plus mémorisé de nos jours. Des villes dont les mosquées sont très nombreuses et un peuple croyant et pieux. Malheureusement, comme de nombreux pays musulmans, le Maroc a aussi un côté plus sombre, comme certains lieux de pèlerinage innovés, certaines traditions dangereuses ou même certaines maisons closes. Un proverbe dit « Pour préparer l'avenir, il faut comprendre son présent et connaître son passé ». C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode des Routes du Tawhid, au sujet de mon pays, le Maroc. Allah al-Watan al-Malik. Allah le peuple, le roi. C'est le slogan, la devise du Maroc et de tous les Marocains. Ce triptyque est inscrit dans la plupart des grandes villes et rappelle l'amour commun que les Marocains ont pour leur Seigneur et tout ce que cela implique parmi les piliers de l'islam, de la foi ou de l'excellence. Mais aussi l'amour qu'ils ont pour leur peuple et pour le roi du Maroc, souverain d'une des dynasties les plus anciennes au monde. Et le Maroc est un pays qui recèle de très nombreux trésors religieux, connu pour ses mémorisateurs et mémorisatrices du Coran, mais aussi pour la recherche de la science, avec la plus vieille université au monde encore en activité, fondée en 877. Mais, avant de continuer, revenons un peu en arrière. Avant l'arrivée de l'islam, le Maroc ne connaissait pas les frontières qu'il connaît aujourd'hui. Il s'agissait du nord du Maroc tout entier à peu de choses près, et qui abritait un seul peuple, les Amazirs, plus connus sous le nom de Berbères. Plusieurs religions existaient à la veille de l'arrivée de l'islam, dont principalement le christianisme, mais aussi de nombreuses tribus juives et de façon plus isolée, des animistes, adorateurs d'animaux et de végétaux. L'islam, étant la continuité des précédentes révélations, fut accepté facilement et rapidement par les tribus locales, car cette religion de vérité avait pour particularité d'être simple, juste et dénuée de choses modifiées avec le temps ou inventées. Mais surtout, le miraculeux pouvoir du Tawhid, le fait d'unifier son créateur seul, sans qu'aucun être humain ne soit supérieur à un autre, qui trouva une place particulière dans le cœur de tout le Maghreb. Le mot Maroc est dérivé du mot Marocco en néerlandais, lui-même dérivé du mot espagnol Marruecos, mot qui provient de son ancienne capitale, Marrakech, signifiant littéralement en berbère « terre de Dieu », Amro Akosh. Aussi vrai que le nom de ce pays évoque son attachement à sa religion, le Coran a une place particulière dans le cœur des Marocains. Il est mémorisé dès le plus jeune âge à l'école, il est utilisé au quotidien pour juger dans les affaires des citoyens, et il est aussi un moyen d'apaisement et de recueillement. Le Maroc serait, d'après plusieurs sources, le deuxième pays au monde comportant le plus de Hafidh al-Qur'an, c'est-à-dire de personnes ayant mémorisé le Coran intégralement. D'ailleurs, pour intégrer la prestigieuse formation pour devenir imam, la mémorisation du Coran dans son intégralité est une condition ni plus ni moins obligatoire. Avec près de 50 000 mosquées, dont 400 dans la seule ville de Oujda, en faisant la deuxième ville au monde accueillant le plus de minarets.
Même si de nos jours la sorcellerie est de moins en moins pratiquée au Maroc, comme pour la plupart des pays, ce fléau est utilisé par certaines personnes ayant des intentions mauvaises et d'autres des intentions de protection. Mais dans les deux cas, la sorcellerie est totalement interdite en religion, qu'elle soit blanche, noire ou rouge. Le fait de solliciter l'aide de prétendus devins ou de prétendus guérisseurs constitue le pire des péchés qu'est le shirk. Et malheureusement, de nombreuses sectes sévissent au Maroc, parfois très complémentaires avec la sorcellerie, profitant de la crédulité de certaines personnes, mais aussi des traditions familiales. Certaines sectes demanderont à leurs adeptes d'effectuer des pèlerinages et de circumambuler autour de certaines tombes, tout comme certains sorciers le demandent à leurs clients. Certaines sectes effectueront des rassemblements en congrégation afin d'arriver en transe lors de chants religieux, tout comme certains sorciers demandent à leurs patients de se mettre en transe, etc. parmi les rites interdits et dangereux en islam. Aujourd'hui, ces phénomènes ont lieu de moins en moins. La jeunesse marocaine, ayant un niveau d'enseignement et de curiosité important, recherche la science du tawhid et brise les barrières des traditions familiales en ayant pour objectif de renseigner leur entourage et les gens qu'ils aiment. Pourquoi ? Car certes l'être humain est en perdition, sauf celui qui croit en recherchant la science, œuvre avec cette science, appelle son entourage à cette science et patiente ainsi jusqu'à la mort. Pourquoi ? Car les Marocains ont une culture sans limite et un amour profond de leur famille. Conséquence, parce qu'ils croient au jour dernier et qu'ils souhaitent voir leurs proches réussir, ils les appellent au bien et condamnent le blâmable. Pour mieux comprendre l'islam au Maroc de nos jours, il faut absolument accepter sa douloureuse part d'histoire récente. Le sujet qui va suivre est très peu connu des Marocains eux-mêmes, mais aussi de tous les musulmans du monde. Entre 1912 et 1956, le protectorat est établi au Maroc par la France. Il s'agit d'un régime entre la colonie et la collaboration. En réalité, c'est à ce moment que la France a pour objectif d'encadrer ou plutôt de manipuler les pratiques religieuses au Maroc. Tout d'abord, ils établissent un institut des hautes études islamiques, en concertation avec la SIAM, Commission interministérielle des affaires musulmanes, créée en 1911. Son objectif est très simple, maintenir la stabilité politique des territoires conquis, mais aussi de tenter de modérer l'islam afin de l'adapter aux volontés du colonialisme. Dès lors, ils encadrent le pèlerinage à la Mecque, les fêtes religieuses de l'Eid al-Fitr et de l'Eid al-Adha, mais aussi les écoles coraniques et l'édition de livres en langue arabe, tout cela dirigé par un certain Georges Hardy. Leur premier moyen de pression sera de déguiser et d'asseoir leur légitimité en mettant en place des inspections de sécurité et d'hygiène dans les mosquées. Les populations s'y opposent alors, voyant en cela un premier pas vers le contrôle de leur religion. Et afin de mieux endiguer cette vague d'opposition, l'autorité coloniale investit dans la rénovation de mosquées, l'installation de sanitaires, mais aussi de réseaux d'eau et d'assainissement. On a parlé du malaise marocain, de la crise marocaine. Il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de crise. Il y a seulement des problèmes à résoudre dont nous chercherons ensemble la solution. La volonté de moderniser l'islam au Maroc par le protectorat en place n'est plus un secret. Rapidement, l'enseignement moderne et laïque remplace l'enseignement traditionnel en place. Et c'est de cette façon que l'IOT soutient une politique visant à faire des nouveaux imams des relais du peuple marocain, capables de dialoguer avec les autorités coloniales et les communautés non musulmanes. Mais qu'avait-il derrière la tête? Quel était son objectif? Eh bien, le résident lyotais use autant qu'il le peut avec les autorités des autres pays musulmans pour collaborer dans un projet secret, un projet choquant et extrêmement machiavélique. Son projet était de créer un califat d'Occident, ayant pour tête le Maroc, afin davantage contrôler l'islam dans le monde. Mais son projet va connaître un rebondissement inattendu. Le RIF
diffère des autres régions par son attachement profond aux valeurs islamiques et aux traditions berbères. En 1923, les séparatistes du Rif, dirigés par Abdelkarim el-Khattabi, proclament la République islamique du Rif, reconnue notamment par l'Allemagne, l'Italie et l'Union soviétique. La République du Rif se base sur une vision de l'islam qui prône l'unité des musulmans et la résistance à l'oppression coloniale. Cette vision de l'islam est en rupture avec celle des autorités coloniales françaises et espagnoles, qui cherchent à diviser les musulmans pour mieux les contrôler. Mais les dirigeants de ce nouvel État feront une erreur irréversible. Un courrier sera envoyé aux dirigeants français disant « Nous désirons entrer dans le concert des nations civilisées, signer des traités, nous créer des alliés auprès des puissances et, en premier lieu, auprès de la France, qui est la protectrice et l'amie sincère de l'islam. » Au-delà du fait que cette phrase comporte du shirk manifeste, la France y verra un aveu de faiblesse et nommera le général Pétain qui dirigera une guerre totale sur le Rif qui se terminera en 1926. C'est toujours sous la période du général Lyautey que son plus immonde projet et sa plus immonde construction verra le jour. Afin d'assouvir les besoins primaires des troupes coloniales, Lyautey fut construire la plus grande maison close du monde, organisant ainsi le premier réseau de prostitution au Maroc. Sur un terrain de 24 000 m², entre 1917 et 1922, seront construits cinémas, hammams, cabarets, restaurants, cafés et boutiques ayant pour unique thème la débauche et le culte de la femme orientale dénudée. Un enfer sur terre nommé Bousbir. 680 prostituées y vivent et y exercent, entre 1000 et 1500 visiteurs par jour, dans lequel l'âge des plus jeunes femmes était d'à peine 12 ans. Ce quartier fermera en 1955, à la veille de l'indépendance du Maroc. Vous comprenez maintenant sans doute mieux les causes et influences de l'islam d'aujourd'hui au Maroc et de son importance dans le cœur des Marocains. Ces informations doivent nous servir de rappel sur le fait que nous ne devons pas dévier et nous ne devons pas adapter notre croyance au temps moderne. L'islam n'a pas de temporalité. Il est un bienfait pour l'être humain en tout lieu et en toute époque. Alors, restons fermes dans notre croyance et accrochons-nous au câble d'Allah en ces périodes de troubles. Cet épisode est terminé. Si vous souhaitez qu'un autre pays fasse l'objet d'une vidéo comme celle-ci sur ma chaîne, indiquez-le moi en commentaire. Qu'Allah préserve le Maroc ainsi que l'ensemble des Marocains. Qu'Allah mette de la stabilité dans ce royaume et assiste le souverain du Maroc. Qu'Allah fasse disparaître le shirk et toute forme d'innovation pour laisser place à la sincérité et à la conformité. Si apprendre à parler arabe t'intéresse simplement en regardant une série vidéo et sans savoir lire et écrire, clique sur le lien en description. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très certainement celle-ci qui parle de l'islam au Sénégal.